Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Carnopolitis. L'émission traite de sujets politiques divers et variés. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir sur Carnopolitis un membre du Parti démocratique gabonais, par ailleurs nouvellement nommé ministre de la Communication. C'est aussi lui qui porte la parole du gouvernement gabonais. Autant dire que nous avons frappé à la bonne porte. Le Parti démocratique gabonais, comme d'autres partis politiques, se prépare pour la présidentielle de l'année prochaine au Gabon. Le branle-bas de combat, on l'imagine bien, est enclenché, mais il semble que la sérénité dans les rangs du grand parti de masse ne soit pas tout à fait aboutie. Les événements qui accompagnent ces préparatifs au sein de la formation politique fondée par Omar Bongo Ondimba et dirigée aujourd'hui par Ali Bongo Ondimba laissent dubitatif plus d'un observateur. Les quelques nuages nés de l'organisation du dernier congrès en date ne seraient donc pas encore tout à fait dissipés. Les velléités d'implosion dessinées par la mise en exergue de plusieurs courants de réflexion, Mogabo, héritage, modernité et peut-être des non-alignés, achèvent de nous laisser croire que tout n'est pas bien dans le meilleur des mondes au sein de la maison PDG. Mais pour tout comprendre, j'accueille sur ce plateau Alain-Claude Bilibinzé, ministre gabonais de la Communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur Bilibinzé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Il me tardait de vous recevoir sur ce plateau. C'est fait. Merci bien. Monsieur Bilibinzé, comment se porte le Parti démocratique gabonais? Mais écoutez, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de venir sur votre plateau et parler avec vous pendant près d'une heure des questions politiques. Ce sont des questions essentielles qui concernent les Gabonaises et les Gabonais, mais au-delà du Gabon, qui concernent l'Afrique et ceux qui sont observateurs de la vie politique gabonaise et africaine. Le Parti démocratique gabonais est un vieux parti. Il a aujourd'hui plus de 40 ans, 46 ans. C'est un parti qui a connu plusieurs événements et plusieurs temps dans son évolution. Il est né au lendemain de la prise de pouvoir de Omar Bongo Ondimba, son élection, et ayant succédé à Feu Léomba. Et Omar Bongo s'est inscrit dans la dynamique des partis uniques qui a été de cours partout en Afrique à partir des années 68. Et donc le parti a connu des évolutions. On va faire très rapidement, jusqu'en 1990, au moment des conférences nationales, où finalement le parti s'est résolu à accepter le multipartisme. Il est parti donc de parti-État à devenir un parti politique comme un autre qui se lance dans la compétition électorale pour le pouvoir, la conservation ou l'arrivée au pouvoir. Mais c'est un parti qui a connu également des courants, qui a connu des époques et qui connaît aujourd'hui des mutations liées à la fois à notre temps, mais liées aux réformes générales que le chef de l'État a engagées dans le pays. Et ces réformes ne pouvaient pas ne pas atteindre le parti politique. Et le PDG aujourd'hui, si on tient compte des dernières consultations électorales, est un parti qui confirme son implantation nationale, puisqu'aussi bien les consultations législatives que locales ont démontré son ancrage et le Parti démocratique gabonais est majoritaire dans la plupart des chambres du Parlement et dans les différents conseils départementaux, municipaux. Et tu as entendu que le PDG a surfé sur la vague du boycott de l'opposition à cette époque-là. Vous parlez des dernières consultations électorales. Oui, bien entendu, cela peut se dire de cette façon-là, mais le PDG n'a pas attendu le boycott pour gagner des élections. Mais c'est un parti, je vous l'ai dit, qui connaît un certain nombre de mutations en son sein. Des mutations liées à la volonté de réformer le parti, d'injecter du sang neuf, mais également d'essayer de mieux articuler les structures du parti pour les adapter à la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Mais toutes les réformes connaissent leur lot de difficultés. Difficultés soit dans l'approche de la réforme elle-même, soit dans la réception de la réforme. Et donc, il faut petit à petit que les uns et les autres se fassent à la nouvelle vision du parti et à la nouvelle dynamique du parti. Vous avez évoqué dans votre propos liminaire la question des courants. Je voudrais d'abord dire que le Mogabo n'était pas un courant. Le Mogabo est un mouvement qui est né de la volonté d'un certain nombre de cadres du parti, des membres du gouvernement ou pas, mais également de cadres des autres formations de la majorité, dont le CLR et quelques autres, d'aller sur le terrain pour porter la parole de ce que fait Ali Bongo Ondimba. On a dit que le Mogabo voulait emmurer Ali Bongo Ondimba. Et donc, le reste du parti n'avait plus accès au président de la République gabonaise. Ce n'est pas une accusation nouvelle, vous savez. Le président actuel lui-même a fait partie d'un courant au sein du parti appelé les rénovateurs, avec André Baobam, avec Germain Goyo Moussavou, avec Pendi Bouyiki et quelques autres.
Et ils étaient déjà accusés en leur temps de vouloir noyauter Omar Bongo, de vouloir faire en sorte qu'Omar Bongo ne fasse que leur volonté. Quelques membres du Mogabo ont fait l'objet de la même accusation. Mais c'est normal. Le parti politique, tout parti politique est comme un organisme vivant. Il connaît quelquefois des fièvres, des difficultés, mais il faut pouvoir les soigner. Donc il n'y a pas péril en la demeure. Est-ce que là, vous acceptez, vous cautionnez le fait qu'il y ait de sévères dissensions au sein du parti aujourd'hui? Il n'y a pas de sévères dissensions au sein du parti. Il y a au sein du parti des énergies, des personnalités qui ont de l'énergie à revendre, qui ont leurs propres idées, leur engagement. Et dans un contexte où il y a autant de talents, il est normal qu'à un moment donné, il y ait quelques frictions. Mais ce qui est essentiel à la fin, c'est une fois que le débat est terminé, que le chef a tranché, en avant tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons des échéances importantes. Et le Parti démocratique gabonais sera présent à ces échéances-là. Vous parlez des divergences qu'il y a eu, mais c'est normal. Il y a d'un côté ceux qui pensent qu'il faut être plus près des populations, plus en avant sur le terrain. Il y en a qui pensent que tout peut se gagner dans l'appareil du parti. Il y en a qui pensent qu'il faut faire la volonté du chef de l'État, quelles que soient les conditions. Et donc cet ensemble de choses amène les uns et les autres à se positionner. Et c'est normal. C'est une dynamique au sein du parti. Et cette dynamique au sein du parti, vous voyez que c'est un parti dominant, puisque pendant des semaines et des mois, l'action au sein du parti a cristallisé tout le landerneau national et même international. Mais pendant que les uns et les autres commentent, le parti est sur le terrain. Madame Christelle Limbourg a terminé une tournée nationale. Monsieur Amos Vivien Peya a fait sa tournée nationale. Oui, mais dans quelles conditions le parti est-il sur le terrain quand on sait qu'à Mouila, par exemple, on a vu la célébration de 12 mars? Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Même sous Omar Bongo Ndimba, on avait à Bitam le 12 mars d'Ondomé Togo, le 12 mars de Demezo. Ça n'a jamais empêché qu'Omar Bongo Ndimba gagne les élections. Ce n'est pas nouveau. Vous savez, le fait n'est pas de gagner les élections, le fait est de savoir si tout va bien au sein du parti. Et quand on voit deux célébrations se faire dans la même ville, il y a quand même question à se poser. Mais l'objectif d'un parti politique, c'est ne pas de se faire ami-ami, ce n'est pas d'aller se faire la bise sur la bouche, c'est de pouvoir gagner les élections. Et donc, si nous sommes mobilisés pour gagner les élections, après qu'il y ait des contradictions locales, c'est tout à fait normal. Je vous dis encore une fois, nous sommes dans un domaine de puissance. Et dans tout domaine de puissance, il y a des personnalités qui s'expriment. Il ne faut pas les réprimer, il faut au contraire les canaliser. Et qu'il y ait eu 2 célébrations ou 3 célébrations, quel est l'essentiel? Ça n'a pas empêché au président Ali Bongo de supprimer, de dissoudre le Mogabo et de demander aux autres de se tenir à carreau. Je n'arrête pas de vous dire, on ne peut dissoudre que ce qui existe. Le Mogabo n'était pas un courant. Nous sommes, moi, collaborateur du chef de l'État, nous avons été sur le terrain avec d'autres. À partir du moment où des talents comme M. Blaise Louembé, comme Mme Denise Mekam, comme M. Paco Moubele, Ali Akbar Onanga, pour ne pas tous les citer, à partir du moment où de tels talents s'expriment sur le terrain, nous sommes tous collaborateurs du chef de l'État. Et il nous dit, les gars, stop, ça suffit, on s'arrête. On s'arrête, mais demain on repartira, ne vous en faites pas, on repartira en tant que militant du parti, parce que M. Carnot, ce qu'il faut savoir, c'est que les statuts du Parti démocratique gabonais nous indiquent que la première responsabilité du militant, quel que soit son niveau de responsabilité au sein du parti, c'est de défendre à tout point de vue le Parti démocratique gabonais. Et donc, à un moment donné, on repartira sur le terrain, peut-être tous ensemble, peut-être chacun à son niveau. Je vous parlais des tournées qui s'organisent actuellement. Le camarade secrétaire général du parti, Faustin Boukoubi, a engagé une tournée. Lorsqu'il ira en Ogoué-Vindo, je me déplacerai pour l'accueillir en Ogoué-Vindo en tant que militant, en tant que cadre du parti, en tant que membre du bureau politique, j'irai l'accueillir. Mais pas seulement moi. Et les militants qui se reconnaissent dans mon action iront avec moi l'accueillir. C'est cela le Parti démocratique gabonais. Alors, à 10 mois de la présidentielle 2016, Ali Bongo n'a toujours pas déclaré sa candidature. Cela vous paraît-il rassurant? Mais Ali Bongo est en plein exercice de son mandat. Il n'est pas pressé d'être candidat. Il est encore en train de travailler pour les Gabonaises et les Gabonais qui l'ont élu. Et donc, chaque jour qui passe, il est mobilisé à répondre aux attentes des populations. Être candidat, il ne se lève pas le matin en pensant à ça. Mais il le sera certainement si les circonstances le permettent. Et si le parti est parfaitement mobilisé, il sera candidat. Et s'il est porté candidat, je vous garantis que nous serons sur le terrain et nous gagnerons cette élection en toute transparence. Il n'y a aucune difficulté particulière. Avec tous les militants derrière lui? Mais vous savez, vous posez une question fondamentale. Et ça,
cette question se pose aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de faire du recul, de réexaminer. Je vous ai indiqué que le Parti démocratique gabonais était un parti unique. Moi qui vous parle, je n'en étais pas militant. J'étais militant d'un parti d'opposition. Et comme des dynamiques politiques se mettent en place, ils les inquiètent certaines formations politiques pour rejoindre d'autres et vice-versa. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans l'opposition qui hier étaient au Parti démocratique gabonais, tout comme certains sont aujourd'hui au PDG qui étaient dans l'opposition. C'est ça la vie politique et c'est ça la vitalité politique. Et ça, il faudrait l'accepter? Aller à une élection, monsieur. Il faudrait l'accepter? Le principe, c'est la liberté. Et tant que cette démarche politique ne consiste pas à se renier soi-même, le principe, c'est la liberté. Et donc, on va à une élection. Le militant fera campagne. Mais il n'y a pas que le militant pour gagner une élection. Une élection, on rassemble son camp et on va à la conquête du camp adverse. Et ça se joue entre les deux camps. Donc, nous irons à cette élection pour que les Gabonaises et les Gabonais donnent leur confiance à Ali Bongo Ondimba pour un second mandat. Est-ce que tous les militants suivront? Je n'ai pas la boule de cristal, mais moi, je suivrai. Des partis d'opposition ont appelé le 4 décembre dernier à la tenue d'un dialogue national inclusif et sans tabou. Que leur répondez-vous, même si d'ores et déjà ils contestent le cadre du Conseil national de la démocratie? Je leur répondrai qu'ils pourraient quand même faire preuve d'un peu d'originalité, que de systématiquement copier ce qui vient d'ailleurs dans son intégralité ne rend pas forcément compte du génie gabonais. Le génie gabonais peut s'exprimer également. Et d'ailleurs, c'est une remarque qui vaut également pour une certaine société civile. Il y a eu partout en Afrique des mouvements. On a parlé du ballet citoyen, on a parlé de Y'en a marre, on a parlé de Ça suffit comme ça. Et comme par hasard, tous ces mouvements trouvent un écho ici. Tout ceci n'est pas très original. La question du dialogue inclusif. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a parfaitement accepté le dialogue. Il a mis en place le cadre du dialogue. Et ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est un cadre qui a été posé par les acteurs politiques eux-mêmes lors des accords de Paris, le CND. Que certains ne s'y reconnaissent pas, c'est leur liberté, mais c'est le cadre qui est fixé par nos textes et qui permet ce dialogue politique inclusif. Et donc, s'ils veulent dialoguer, c'est dans ce cadre-là. Après, on nous dit il faut d'abord que le CND, on modifie ses textes pour qu'il soit au-dessus à la fois de la Cour constitutionnelle, de la CENAP, et qu'il soit quasiment une assemblée constituante. Nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, on a un mandat en cours, on a des institutions, il faut discuter, il faut dialoguer. Vous savez, le dialogue, c'est l'essence du PDG. Dialogue, tolérance, paix. Et ce dialogue qui est l'essence du PDG, le PDG ne l'a pas inventé, c'est quelque chose qui est bantou. Mais les bantous ne discutent pas n'importe où, n'importe comment, ils discutent au corps de garde. Et dans ce corps de garde, tout le monde n'accède pas. Il y a des gens qui sont qualifiés pour aller débattre, et d'autres qui applaudissent, et d'autres qui attendent des résultats. Et donc, c'est organisé comme ça. Nous n'avons pas réinventé la roue. Mais oui, mais ce CND, selon l'opposition, n'est là qu'à titre consultatif. Est-ce que le CND aura vraiment un mot à dire, des décisions à prendre au cours de ces discussions? Est-ce que le CND va notamment permettre à ce que la société civile participe au dialogue, que les instances internationales comme l'Union africaine ou l'Union européenne participent à ce dialogue, assistent à tout le moins? Vous savez, nous sommes, je vous disais, il ne faut pas faire du mimétisme. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour aller chercher les instances internationales pour arbitrer je ne sais quel dialogue au Gabon. Nous avons des institutions. Et si on estime que ces institutions ne fonctionnent pas, c'est dans la nature des choses de les faire évoluer. Si on estime qu'il y a des problèmes liés à l'alternance, il faut expliquer aux Gabonaises et aux Gabonais le bienfait d'une alternance, pourquoi faut-il une alternance. Mais il n'y a pas besoin pour cela que ce soit l'Union européenne, l'OUA ou l'ONU pour venir le faire. Nous avons aujourd'hui au Gabon la capacité d'agir. Et donc si nous sommes dépassés, on pourra faire appel aux autres. Mais commençons. On n'a même pas encore commencé qu'on veut déjà faire appel aux uns aux autres. On a entendu en 1998, pas d'ONU, pas d'élection. J'étais militant du RPG lorsque le RPG le disait. Mais le RPG est allé aux élections malgré tout. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la fin de la période de la révision des listes électorales. Dans le camp de l'opposition, vous qui parlez de dissension au PDG, mais dans le camp de l'opposition, il y en a qui disent allez vous faire inscrire, d'autres disent n'y allez pas. Il y en a qui disent on va aux élections, d'autres disent n'y allez pas. Vous n'en parlez jamais. Et donc ces dissensions aujourd'hui, que l'opposition arrive d'abord à organiser un dialogue en son sein, avant de demander un dialogue national. Donc sur le principe, vous n'êtes pas d'accord? Sur quoi? Sur le principe du dialogue national inclusif. Mais je viens de vous dire que l'instant du dialogue,
c'est le CND. Et nous sommes d'accord pour que ce dialogue ait lieu au sein du CND. Après, on dit ne fait que des recommandations. Non, ce ne sont pas que des recommandations. Le chef de l'État va être invité, si le CND le fait, à venir, puisque la loi le prévoit. Il peut venir ouvrir une session, il peut faire une déclaration devant le CND, et le CND fait des recommandations au chef de l'État. Ce ne sont pas que des simples recommandations. À partir du moment où une classe politique s'est réunie, a débattu de sujets, ces sujets arrivent sur la table du gouvernement, le gouvernement examine ensuite la faisabilité dans le temps de telle ou telle chose. Il y a des demandes qui ne peuvent pas être réglées sans aller modifier la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu de la modifier ou pas? Il faudra examiner. Fin de cette première partie de l'émission Carnopolitis. Je vous rappelle que j'ai sur ce plateau le ministre Alain-Claude Bilibizé, qui est ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Je vous laisse ce couloir publicitaire et on se retrouve juste après. Retour sur ce plateau, la rubrique Pointe de vue. Je suis avec le ministre Alain-Claude Bilibizé, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur Bilibizé, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui du ministère de la Communication que vous dirigez? Merci de me poser cette question, enfin. Parce que jusqu'à présent, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai entendu beaucoup de choses, mais très peu de journalistes se sont rapprochés du ministre de la Communication pour savoir. Là, nous sortons avec mon équipe d'une tournée qui nous a conduits dans le Goué, plutôt dans le Haut-Goué et dans le Goué-Lolo. Le ministère de la Communication est vaste. C'est un ministère important dans la vie des Gabonais parce que, comme vous le savez, la communication, c'est le lien social. La communication, c'est le lien entre l'exécutif et la population. Et donc, c'est un ministère vaste. C'est un ministère qui, aujourd'hui, rencontre quelques difficultés par les différentes entités qui ont été mises en place. Gabon Télévision, Radio Gabon, Africa numéro 1, l'AGP et quelques autres TDG. Ces entités ont été créées par différents textes. Ces entités existent, mais elles rencontrent des difficultés dans le fonctionnement pour deux raisons principales. La première, c'est l'inadaptation des structures aux évolutions technologiques. La seconde, c'est des problèmes de formation. Donc, à côté des questions d'équipement, il y a des questions de formation. Mais la bonne nouvelle, nous revenons de l'intérieur du pays et nous avons rencontré des hommes et des femmes passionnés de leur métier, engagés, qui arrivent à faire des choses, presque des miracles, avec quasiment rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que demain, si on parvient à rééquiper ces structures, il y a lieu effectivement de penser qu'il y a bon espoir pour que la communication au Gabon, en tout cas dans le secteur public, arrive à nouveau à fonctionner. Mais la communication, c'est aussi le secteur privé. Et malheureusement, jusqu'à présent, on a cru que le ministère de la Communication ne s'occupait que des chaînes publiques. C'est un tort. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de faire en sorte que le secteur privé, l'audiovisuel privé, arrive également à contribuer au développement par ses talents, par sa manière de faire, par l'emploi créé, par l'émulation générée et par tout cet écosystème à créer autour de la question de l'audiovisuel et de la communication. Donc nous y travaillons. Nous avons, en arrivant au ministère, trouvé qu'une ordonnance avait été prise, l'ordonnance 18/PR/2015. C'est une ordonnance importante dans la mesure où, d'une part, elle fixe aujourd'hui le cadre réglementaire, le cadre législatif en tout cas, dans lequel vont pouvoir s'exercer les activités liées au secteur de la communication. D'autre part, elle arrive maintenant à fixer les rôles, les missions et les définitions claires. Un journaliste, c'est quoi? Qui est journaliste, qui ne l'est pas? Il y avait une confusion extraordinaire autour de ça
Tout le monde disait communicateur, mais à l'intérieur de communicateur, quelles sont les spécialités? Donc cette ordonnance est importante dans la mesure où elle met également les possibilités pour mieux structurer les secteurs d'activité et les accompagner. Donc ce travail, il est en cours et nous sommes en train de le faire. Donc pour me résumer, si nous regardons aux structures qui existent aujourd'hui, il y a peut-être lieu de penser qu'effectivement, elles ne sont pas dans un bon état. Mais si on regarde aux hommes qui animent et à leur détermination, à leur volonté d'aller de l'avant, il y a de gros espoirs. Et ça, c'est le plus important. Alors, certains observateurs pensent que votre passage au ministère de la Communication, à quelques mois seulement de la présidentielle, ne serait pas fortuit. Vous êtes là pour faire le nettoyage, au propre comme au figuré. Vous savez, heureusement que l'homme politique que je suis n'a pas vocation à faire l'unanimité. La recherche de l'unanimité, il faut laisser ça à ceux qui veulent aller au ciel par le paradis. Nous sommes sur terre et sur terre, il faut agir, il faut travailler. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Nous sommes dans l'action. Et dans l'action, que voulons-nous faire? Nous voulons faire en sorte que la loi soit respectée, mais pas de manière aveugle. Nous voulons accompagner. Je prends 2 exemples. L'État met en place une subvention à la presse. Ça fait plus de 10 ans que cette subvention existe. À la presse écrite. À la presse écrite. Ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. Plus de 10 ans plus tard, alors que la loi fait obligation à chaque organe de presse d'avoir un siège, vous avez encore aujourd'hui des organes de presse qui bénéficient de la subvention qui n'ont pas de siège. Ça, nous ne l'accepterons plus. La loi fait obligation à celui qui emploie du personnel de le déclarer. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont employés au noir dans des organes de presse. Ça, nous ne l'accepterons pas. Donc voilà 2 exemples précis. À côté de cela, le chef de l'État souhaite accompagner les médias publics et privés en mettant en place un fonds d'aide à la presse et à l'audiovisuel. Un fonds d'aide de 2 milliards de francs CFA qui va concerner les radios et les télévisions privées également. Mais là aussi, nous irons regarder, non pas pour sanctionner, mais pour accompagner. J'ai visité. Ce ne serait pas peut-être pour mieux tenir la presse en laisse? J'ai visité les structures privées à l'intérieur du pays, à Koulamouto comme à Franceville. Et j'ai constaté que ces structures-là ont un certain dynamisme, qu'elles ont un savoir-faire. Après, il faut les aider à se développer. Il faut les aider à aller conquérir le marché de la publicité. Et ce que nous voulons faire, c'est également organiser ce marché de la publicité en mettant autour d'une même table l'État, autour d'une même table les annonceurs, autour d'une même table les représentants des télévisions et des radios, pour qu'il y ait effectivement une redistribution de la publicité en fonction à la fois de l'audimat des uns des autres, mais également de leur qualité et de la volonté des annonceurs. Il faut l'organiser. Nous ne voulons pas tenir en laisse quelqu'un, mais dans les contextes qui sont les nôtres aujourd'hui, où le monde entier lutte contre le terrorisme, il faut aller regarder quelle est la traçabilité de l'argent qui finance quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr qu'une chaîne de télévision qui n'a pas d'autres ressources que la publicité est viable? Si elle n'est pas viable, alors qu'est-ce qui la fait vivre, cette chaîne de télévision? Il faut regarder. Donc tout ça, c'est pour structurer, pour accompagner et pour faire que demain on ne soit pas surpris. Donc que je sois considéré, moi, comme censeur, je n'ai encore pris aucune décision contre un organe de presse ou contre un journaliste. J'ai même, M. Carnot, été victime en direct à la télévision d'une forme d'agression de la part de journalistes et j'ai regardé, j'ai été étonné, j'étais surpris, mais j'étais surtout désolé de voir comment un journaliste peut ne pas savoir mener une interview et peut confondre interview et interrogatoire. Mais à chacun son rôle. Dernière question pour cette deuxième partie au point de vue. Enfin, peut-être la dernière question. La carte nationale de presse est remise au goût du jour également et sa détention serait liée à cette élection présidentielle selon ce qu'il semble. En quoi sera-t-elle différente de celles qui ont été établies antérieurement, cette carte de presse? Voyez-vous, qu'il s'agisse du Gabon ou des autres pays de par le monde, la carte de presse est un outil qui permet à un journaliste, premièrement, d'être reconnu comme exerçant un métier de collecte de l'information, de traitement de l'information et de diffusion de l'information. Donc, voici l'acte premier. Et ça, quels que soient les tests que vous prenez, ce n'est pas nous qui avons inventé cela. Cela a été créé et aussi bien Reporters sans frontières que d'autres organisations internationales de défense des droits des journalistes reconnaissent l'utilité de la carte de presse. Qu'ensuite, elle a été galvaudée parce qu'elle a été distribuée à tout le monde,
c'est un tort. C'est pour cela que cette commission qui est prévue par la loi a été mise en place. Je ne préside pas cette commission. Cette commission, elle est présidée par un fonctionnaire du ministère de la Communication qui n'est pas sous mon autorité directe. C'est la loi qui l'a fait ainsi. Est-ce que cette commission est au-dessus du Code de la communication? Non, cette commission est prévue par le Code de la communication, prévue par l'ordonnance 18 dont je viens de parler. Et cette commission est composée de fonctionnaires du ministère de la Communication, de représentants du Conseil national de la communication et de représentants des associations de journalistes. C'est cette commission qui examine les dossiers. Et la grosse surprise, monsieur, sur plus de 800 dossiers reçus, il y a près de 200 qui ont été rejetés. Pourquoi? Pour faux diplômes, pour faux usage de faux. Et donc, il faut arriver à mettre de l'ordre dans votre profession, dans votre corporation. Ça n'a pas vocation à censurer ou à sanctionner, mais à mieux encadrer, mieux aider, mieux encourager. Après, sur le plan pratique, à quoi servira la carte nationale de presse? Parce que je vais vous dire que je l'ai eue par le passé, on ne me l'a jamais exigée nulle part. Dès que je la récupère au ministère de la Communication, je la mets dans mon portefeuille et puis c'est fini. On ne me l'exige ni devant un ministère, ni ailleurs. C'est un tort. Lorsque cette carte sera délivrée dans quelques semaines, je me ferai le devoir d'aller voir le gouvernement, le Premier ministre, ensuite le chef de l'État. Pourquoi? Pour qu'une circulaire du ministère de la Communication soit prise et qui va demander aux administrations publiques d'exiger la carte de presse à tout journaliste qui vient, même pour un reportage. Aucun journaliste ne pourra accéder à une manifestation publique sans présenter la carte de presse. Ça protège le journaliste, ça protège celui qui donne l'information. Vous savez, l'accès à l'information est un droit fondamental, reconnu par la Constitution. Mais ce droit, il faut l'organiser. Et donc, aussi bien celui qui collecte que celui qui détient l'information doivent être en relation. Et qu'est-ce qui va les mettre en relation? C'est cette carte de presse qui fait que moi qui détiens l'information, je sais que je m'adresse là à quelqu'un qui a vocation à collecter l'information et qui est reconnu comme tel pour ne pas laisser libre cours à tous les manipulateurs. C'est la fin de cette deuxième partie de Carnot Politis. Je vous rappelle que nous sommes avec Alain-Claude Billy-Bizet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement gabonais. On fait la pause. Retour sur le plateau, la rubrique c'est d'actu. Il y a une certaine confusion, monsieur le ministre, dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale depuis le début du mandat d'Ali Bongo entre projet de développement, projet de société, programme de gouvernement. C'est tout cela le plan stratégique Gabon émergent ou c'est autre chose? Non, le plan stratégique Gabon émergent, lorsque le candidat Ali Bongo fait campagne, il fait campagne sur un projet dénommé l'avenir en confiance. Avec quoi comme slogan? Paix, développement, partage. Mais ceci est une présentation sommaire de comment il va ensuite arriver à traduire cela en acte. Pour le traduire en acte, il y a donc le plan stratégique Gabon émergent qui ne tient pas sur 7 ans, qui tient sur 21 ans. Pourquoi? Parce que pour arriver à l'émergence, il faut bâtir les fondements. Et une fois qu'on a bâti les fondements, il faut construire petit à petit la maison Gabon et la maison Gabon émergent. Qu'il y ait eu des confusions, c'est normal, parce que nous sortions d'une période et nous voulons aller dans une autre période. Et donc, dans cet entre-deux, il y a effectivement des uns des autres et des zones d'ombre, des gens qui sont perdus. Mais ce qui est essentiel, c'est de constater quoi? Constater premièrement qu'il y a une vision. Et la vision, c'est ce qui permet ensuite de bâtir un chemin. La vision, c'est aller vers un Gabon émergent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les standards internationaux reconnus par les institutions les plus sérieuses vont analyser et se dire, au vu des infrastructures, au vu de la qualité de vie, au vu du développement, au vu de ce qu'il y a comme avancée dans le pays, oui, ce pays est émergent. Ce n'est pas une proclamation, c'est une ambition. Et pour atteindre cette ambition, voici le cheminement qu'est le PSGE
et qui atteint tous les secteurs d'activité de la vie nationale et même de la vie internationale, puisqu'il y a la diplomatie au niveau du PSE. Donc voilà, qu'il y ait eu des confusions, ça s'entend, ça se comprend, mais aujourd'hui les choses rentrent dans l'ordre. Il y a encore quelques personnes qui sont perdues, mais c'est normal, c'est ça le jeu de la vie. Alors, vous avez parlé de 21 ans pour le plan stratégique Gabon émergent. Nous en sommes déjà à presque 7 après le lancement de ce slogan. Est-ce que vous estimez que les choses commencent à se dessiner ou qu'elles peuvent être touchées? Je viens de vous dire que ce n'est pas un slogan, c'est une stratégie de développement. Et l'erreur que les Gabonais commettent et que beaucoup d'observateurs commettent, c'est de lier cette stratégie de développement du Gabon au mandat présidentiel. Ce n'est pas lié. Celui qui porte la stratégie est le président de la République, mais c'est une stratégie pour le Gabon. C'est pour cela qu'il s'est déplacé devant les deux chambres du Parlement en septembre 2012. Oui, mais elle commence quand même quelque part. Bien entendu, je vais Donc ça répondre. fait 6 ans à peu près. Je vais répondre à votre question. Donc, il ne faut pas confondre la stratégie de développement du pays et ensuite le mandat présidentiel. Vous demandez où est-ce que nous en sommes. Vous me demandez donc en quelque sorte de faire un bilan. Nous allons le faire plus tard. Bien. Donc, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes au stade où les fondations ont été posées. Certains pieux sont sortis déjà de terre et sont visibles. Et puis, il faut maintenant que le maçon continue à bâtir tout doucement, mais avec détermination, la maison Gabon. Je comprends. Et nous entendons les impatiences. Et le chef de l'État, le premier, a dit, oui, moi j'entends l'impatience et l'insatisfaction des uns et des autres. Je comprends que les uns et les autres veulent rapidement voir les résultats. Mais nous devons faire une transition entre la mentalité de chasseur-cueilleur. Le chasseur rentre en brousse au hasard du chemin, va croiser une antilope. Le cueilleur attend que la mangue pousse, le manguier pousse et qu'il aille cueillir. Mais nous devons aller petit à petit vers une autre mentalité, l'agriculteur-éleveur. L'agriculteur sait qu'il faut défricher, qu'il faut bêcher, il faut planter, il faut entretenir. Et il faut surtout attendre la saison de la récolte. Il faut surtout attendre ensuite, lorsqu'on a fini de consommer, on met de côté ce qu'on va semer pour la prochaine année. Donc cette mentalité d'agriculteur et d'éleveur, c'est vers ça qu'il faut aller. Ça veut dire une stratégie de développement où on sait que les fruits de la croissance ne sont pas faits pour qu'on consomme tout aujourd'hui. Il faut penser aux générations futures. C'est ça qui est important dans le développement qu'on essaie de mettre en place. Et nous comprenons parfaitement que certains esprits ne se reconnaissent plus dedans parce que, vous savez, lorsque, je fais une petite digression si vous permettez, lorsque le peuple hébreu sort d'Égypte sous la conduite de Moïse, tous ne sont pas arrivés à la terre pour Moïse. Certains en chemin ont été fatigués parce que c'est difficile la marche vers le développement. Ils se sont fatigués et ils ont dit mais c'était mieux avant. En Égypte, on était esclaves, mais au moins on mangeait. Retournons en Égypte, là où on était esclaves, mais on va au moins manger. Et là, le développement, c'est de se libérer. Libérer les énergies, mais c'est difficile d'y aller. Il faut insister pour y parvenir. C'est le message qu'il faut porter à nos compatriotes. Le développement n'est pas un décret. Le développement, c'est une action. Et il faut réhabiliter la valeur du travail. Personne ne développe pas le Gabon, si ce n'est les Gabonais eux-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en matière d'audiovisuel, on voit comment les Gabonais, aujourd'hui, mettent en place des structures de radio et de télévision et qui, sur la qualité, je parle du secteur privé, n'ont rien à envier à ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Sur le plan de l'entreprise, on rencontre des jeunes Gabonais aujourd'hui. Moi, lorsque j'étais étudiant, la plupart des étudiants voulaient avoir un chemin vers la fonction publique. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui veulent créer leur entreprise depuis le banc de la faculté. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les fruits commencent à germer, ne serait-ce que dans la manière d'organiser son pays et d'organiser sa propre vie. La Cour constitutionnelle, vous êtes certainement au courant, a annulé il y a quelques jours, le 4 décembre dernier, toutes les ordonnances visant à réformer le système judiciaire, que ce soit l'ordonnance portant organisation générale de la justice ou la dernière relative au code pénal. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Comment doit-on apprécier cette annulation de la Cour constitutionnelle? J'ai longuement suivi le vice-premier ministre en charge de la justice sur ce dossier. Et ce qu'il a indiqué, c'est que toutes les ordonnances n'ont pas été annulées. C'est une première qui a été annulée. Les trois ont été attaquées et donc le fait d'avoir saisi la Cour a eu tout de suite un effet suspensif sur l'ensemble des ordonnances, mais une seule a été annulée. Ensuite, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, les Gabonais découvrent cela. Mais notre pays est un des premiers, avant la France, à avoir mis dans la loi organique portant Cour constitutionnelle
la possibilité à chaque citoyen gabonais de saisir la Cour directement pour contester la constitutionnalité d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté. Et cette saisine de la Cour suspend l'application du texte querellé. C'est aujourd'hui ce qui est le cas dans le cas des ordonnances dont nous parlons. Ensuite, les gens sont surpris, mais c'est ça un état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Le gouvernement a cru bon prendre une ordonnance dans des conditions qui ont été largement expliquées hier par le vice-premier ministre en charge de la justice, a cru bon prendre une ordonnance et la Cour a seulement rappelé que dans cette ordonnance, il y avait des éléments qui relevaient de la Constitution et d'une loi organique et qu'il valait mieux donc revoir la copie, non pas dans le contenu, mais dans la forme. Et donc, le ministre a rappelé hier, je ne fais que le citer, que là, le gouvernement dispose de 30 jours pour se réorganiser et pour réorganiser la justice telle que voulue. Mais qu'est-ce qui est important? Nous avons besoin de mettre fin à l'impunité. Nous avons besoin de mettre à la disposition de la justice les outils modernes indispensables à la répression de la fraude et de la grande criminalité. Et pour cela, en l'état actuel, notre justice rencontre quelques difficultés. Face à des phénomènes nouveaux qui n'étaient pas prévus hier, face à des situations nouvelles, il faut une adaptation. Et donc, ce que la Cour a invalidé, ce n'est pas la recherche de l'efficacité de la justice, mais c'est la démarche. Il faudra corriger la démarche pour atteindre la même efficacité et le gouvernement s'y emploiera parce que c'est une orientation du chef de l'État et c'est un engagement qu'il a pris et nous y parviendrons. Alors, je vais prendre un cas précis parce qu'il y a quand même des effets qui ont été produits par notamment ces cours spéciales. Le cas de Serge Maurice Mabiala, qui est aujourd'hui en prison par l'effet de cette cour spéciale. Qu'en sera-t-il pour lui? Est-ce que les décisions qui ont été prises vont être abrogées aussi, puisque c'est une cour qui est abrogée, annulée? Nous ne souhaitons pas particulariser un débat et discuter de la situation d'un compatriote que par ailleurs je connais, avec qui j'ai travaillé à la présidence, avec qui j'ai eu une excellente relation lorsqu'il était ministre, et nous avons une relation excellente en dehors de ceci. Donc je ne souhaite pas particulariser le débat. Mais la loi, c'est la loi. Si des infractions ont été commises, si des crimes ont été commis, je parle d'infractions et crimes, et je ne parle pas de M. Mabiala. Donc si des situations de violation de la loi ont été observées, que cela a été traité dans le cadre d'une cour spéciale et que cette cour spéciale est invalidée, ça n'invalide pas le délit ou le crime. Et donc les tribunaux qui existent actuellement vont connaître de cela. Donc moi j'entends toujours cette question qui revient, est-ce que dans le cas de X ou Y, ça veut dire qu'on va le relaxer? Je n'en sais strictement rien, mais il y a des tribunaux de droit commun qui existent et qui vont donc connaître de ça, ils sont parfaitement compétents pour connaître de cela. Il faut peut-être préciser que la Cour constitutionnelle a spécifié que les décisions prises et les actes posés en application de l'ordonnance ayant mené à la création de ce tribunal sont nuls et de nul effet. C'est ce que je dis. Les décisions peuvent être nulles, mais pas les faits qui ont conduit aux décisions. Et donc, le fait que ces décisions soient nulles n'absout pas le délit qui aurait été commis ou le crime qui aurait été commis. Et donc, à partir du moment où le délit est constitué et constaté, d'autres juridictions vont devoir traiter de cela. C'est également la fin de cette troisième partie. La partie c'est d'actu. Je vous rappelle que Alain-Claude Billy-Bizet, ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, est l'invité de Carnopolitis. On fait la pause. Retour sur ce plateau et retour dans la rubrique Dans le vif. Alain-Claude Billy-Bizet, avec le recul, peut-on croire qu'il y a un certain nombre d'erreurs politiques qui ont été commises depuis le 10e congrès du PDG? Si oui, quelles sont-elles? Sinon, pourquoi cette cacophonie? Non, il n'y a pas de cacophonie. Je vois que vous insistez sur ce terme et vous voulez absolument avoir le choix du terme idéologique pour qualifier cela. Il n'y a pas de cacophonie. Qu'il y ait mal donné. Il faut quand même avouer que
le Parti démocratique gabonais, les mois qui viennent de s'écouler, s'est quand même donné un spectacle hein, sur la scène politique gabonaise, un spectacle qui n'a pas laissé insensible tous les observateurs. Vous savez, lorsque Jacques Chirac décide de dissoudre le RPR pour créer l'UMP, il n'y avait pas payé dans la demeure, ils ont changé le nom du parti. Il y a eu des courants, les chiraciens, les gaullistes, aujourd'hui il y a les sarkozystes, tout ça à l'intérieur d'une même famille politique. Au sein de l'UMP aujourd'hui, vous avez ceux qui sont favorables à Alain Juppé, d'autres à Nicolas Sarkozy, d'autres à Nathalie Kosciusko-Morizet, d'autres à Xavier Bertrand, tout ça c'est l'UMP. Pareil pour le PS. Pourquoi voulons-nous absolument faire du Parti démocratique gabonais une caserne, un monastère, une camisole de force? C'est un parti politique avec des énergies et c'est des énergies dynamiques. Et donc que des gens s'expriment, c'est normal. Le congrès de 2010, non, ce n'était pas 2010. Le 10e congrès, pardon, le 10e congrès du PDG. Du PDG a eu ceci de particulier, qu'il a constitué l'acte premier d'une réforme du parti. Et je vous ai dit, les réformes, parfois, ont du mal à passer, soit parce qu'on les a mal préparées, soit parce qu'on a mal communiqué, soit parce qu'on a mal implémenté. Mais dans tous les cas, ce qui est essentiel, c'est de rassembler le parti. Et le chef de l'État s'est engagé à le rassembler, à se mettre à l'écoute des uns et des autres, à faire en sorte que ceux qui pensent d'une certaine façon se retrouvent avec ceux qui pensent d'une autre façon, l'essentiel étant d'avoir un objectif commun, la victoire d'Ali Bongo Ondimba s'il est candidat pour 2016. Et pour 2016, s'il est candidat, vous pouvez déjà imaginer quel pourrait être le score au regard de ce qui s'est passé pour les législatives dernières? Nous ne sommes pas à la recherche d'un score. Nous sommes à la recherche d'une confirmation de la victoire. Ensuite, effectivement, étant président, s'il est candidat, il serait bon qu'au bout de 7 ans de mandat, effectivement, il soit élu avec un score meilleur que celui de 2009. C'est un objectif et nous y travaillons. Après, le score, il faut toujours l'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il faut aller expliquer aux compatriotes les raisons d'une politique. Parfois, des gens qui ont subi une politique peuvent être tentés de sanctionner. Mais il faut leur expliquer que si nous l'avons fait de cette manière, c'est pour que demain, pour reprendre un slogan célèbre, soit meilleur qu'aujourd'hui. Alors, je vais quand même m'appesantir sur votre propre personne parce qu'il y a une question qui revient souvent. Certaines personnes pensent que vous avez tendance, souvent, à reformuler les questions que l'on vous pose. Est-ce que vous vous en rendez compte, vous? Mais je vous ai dit un peu plus haut dans notre échange qu'une interview, ce n'est pas un interrogatoire. Et reformuler une question, c'est se l'approprier. Ce n'est pas manquer de respect à celui qui l'a posé. C'est simplement essayer de se l'approprier dans ses propres termes à soi pour que ça intègre sa propre façon de penser et pour qu'on réponde à la question. Mais tant que je réponds à la question, je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. Donc si c'est un défaut et si c'est une faute, il faut me dire, je corrigerai. Mais je n'ai pas senti que c'était un défaut, j'essaie seulement de reformuler pour m'approprier la question et ensuite m'approprier la réponse. Alors, on va peut-être revenir sur le département communication du gouvernement gabonais. Qu'en est-il d'Africa numéro 1? Quel est le sort qui est réservé à cette radio panafricaine? Ça a été un grand projet, Africa numéro 1. Un projet très important pour notre pays. Ça a été une école qui a façonné, qui a suscité des vocations. Malheureusement, Africa numéro 1 n'a pas su s'adapter aux évolutions intervenues dans le secteur de la communication et dans le secteur de la radio. Aujourd'hui, Africa numéro 1 va exister au XXIe siècle avec des outils du XXe siècle. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, deux solutions. La première, c'est redimensionner le projet. Redimensionner et le ramener à taille humaine, ne serait-ce que pour ceux qui produisent à Libreville les émissions. Figurez-vous que la grille des programmes d'Africa en 2015 est la même qu'en 2004. Donc, il faut quand même pouvoir s'interroger. Donc, redimensionner le projet. Ensuite, réadapter le centre émetteur de Moyabi, qui aujourd'hui est un centre unique en Afrique, mais qui est encore analogique. Il faut le faire basculer au numérique et aller rechercher de nouveaux clients, pourquoi pas les FM du Gabon qui peuvent transporter le relais jusqu'à l'international. Donc, il faut redimensionner.
Mais Africa numéro 1 ne devra pas disparaître. Alors ça, c'est sur le plan technique, mais socialement, les employés, comment faire pour les rassurer? Mais il s'agit d'abord de constater, et c'est un chiffre réel, qu'aujourd'hui, Africa numéro 1 coûte à peu près 150 millions de francs CFA à l'État gabonais chaque mois. Et Africa numéro 1 en rapporte moins de 5 millions de francs par mois. Donc lorsque vous avez comme cela des ressources aussi déséquilibrées, vous ne pouvez pas être viable sur du court, du moyen et encore moins du long terme. C'est la première chose que les employés doivent comprendre, les agents doivent comprendre. Ensuite, une fois cela posé sur la table, il faut faire la part des choses. Et il faut traiter les questions de manière froide, mais humaine. De manière froide, c'est-à-dire, nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'une centaine de personnes pour faire fonctionner cette radio. Et donc, qui peut rester et qui ne restera pas? Il faudra passer par un plan social. Malheureusement, ce plan social, il faut le travailler. Il faut discuter avec les agents, avec l'inspection du travail pour sauver Africa numéro 1, parce que les chiffres que je vous énonce ne sont pas tenables, ne sont pas gérables. Ça, c'est une question qui va peut-être vous interpeller. Certains confrères estiment qu'il ne serait pas étonnant, d'ici à la fin du mois de mars 2016, que Paul Mbabesole fasse une déclaration pour se désolidariser du Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'au sein de la majorité présidentielle, vous le sentez comme ça? Vous savez, moi, je ne suis pas porte-parole de Mbabesole. Si vos confrères font cette analyse, ils ont peut-être des éléments que moi, je n'ai pas. Chacun a un comportement. Il est lié à la majorité par un acte qu'il a signé, le pacte de la majorité. S'il décide de s'en désolidariser, le moment venu, on en tirera les conclusions. Mais je ne peux pas anticiper. Vous savez, moi, la justice préventive, elle ne rentre pas dans ma façon de penser. Vous avez quand même côtoyé l'homme, donc vous pouvez quand même avoir anticipé, c'est exactement le mot que je peux employer, anticiper sur ce qu'il peut faire demain ou après-demain. Vous savez que Paul Mbabesole n'a jamais fait mystère de sa volonté d'être président de la République gabonaise. Et donc, qu'il en ait encore l'ambition aujourd'hui ne pourra pas me surprendre. Qu'il soit candidat en 2016, j'en serais étonné. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Dernière question, Monsieur Alain-Claude Bilibizé, c'est la question politis. Je vous laisse la découvrir, vous la lisez pour les téléspectateurs et vous y répondez. Alors, vous avez longtemps été porte-parole de la présidence de la République. Vous êtes maintenant porte-parole du gouvernement de la République. Cela pourrait vouloir dire que vous en savez mieux que tous. Je reprends la lecture. Absolument. Vous avez été longtemps porte-parole de la présidence de la République. Vous êtes maintenant porte-parole du gouvernement de la République. Cela pourrait-il vouloir dire que vous en savez mieux que tous? Question. Quel bilan peut-on faire du mandat d'Ali Bongo Ondimba à 10 mois de la prochaine présidentielle? Non, d'abord, je n'en sais pas mieux que tous. Je suis un passionné de communication. Il est vrai que mon parcours a fait de moi, lorsque j'ai été étudiant, j'ai été porte-parole des étudiants. Lorsque j'ai été encore élève à l'école secondaire des cadets de la police, j'ai été porte-parole des élèves. J'ai été porte-parole de la mairie de Libreville. J'ai été porte-parole de la majorité. Donc j'ai une carrière de porte-parole? Bien, dites-le comme ça. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui sait mieux que d'autres. J'ai une vocation peut-être et j'aime ce que je fais, c'est peut-être cela. Quel bilan? C'est vaste pour une dernière question. Ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie de développement initiée par le chef de l'État est en cours. Il serait périlleux de sortir de là. En revanche, qu'il y ait des correctifs à apporter, c'est nécessaire dans toute action humaine. Il faut toujours améliorer. Mais tel que nous sommes partis, choisir un autre chemin, alors que nous sommes au milieu du gué, serait tout à fait périlleux pour l'ensemble du pays. Je trouve que le bilan du chef de l'État est positif au plan du développement, au plan des infrastructures. Je trouve qu'il y a des choses qu'il faudrait pouvoir améliorer, notamment sur la question de l'habitat, notamment sur la question de certains minima sociaux, comme l'eau, l'électricité dans de nombreux quartiers. De grosses promesses non tenues. Ce ne sont pas des promesses non tenues, ce sont des engagements qui tardent à être réalisés parce qu'il y a des contextes qui font que lorsqu'on prend un engagement,
il y a parfois des impondérables qu'on n'a pas mesurés, qu'on n'a pas calculés, et il faut s'adapter. Mais le plus important est de se souvenir que cet engagement a été pris et il faut le tenir. Est-ce qu'il ne faudra pas, pour Ali Bongo Ondimba, s'il est candidat à la présidentielle 2016, est-ce qu'il ne faudra pas dire des choses pendant la campagne qui ne sont pas tenables lorsqu'on a obtenu la victoire? Vous savez, l'expérience que j'ai, et c'est un avantage, croyez-moi, j'ai eu le privilège de travailler pendant 3 ans à ses côtés, 3 longues années. Et malheureusement, tous les Gabonais ne peuvent pas avoir le privilège de travailler 3 ans aux côtés du chef de l'État. Mais la confidence que je peux vous faire, c'est que c'est quelqu'un qui est profondément engagé pour le Gabon. Que matin, midi et soir, le développement de son pays est ce qui le préoccupe. En revanche, les impondérables dont je vous parle, il est le premier à en être conscient, il est le premier à en parler. Souvenez-vous de son discours du 17 août 2014. Qu'a-t-il dit? J'entends votre impatience, j'entends vos insatisfactions, mais nous allons travailler. Le discours de fin d'année, qu'a-t-il dit? Il a dit la même chose. Donc, il faut essayer d'écouter l'homme dans sa façon de relativiser l'action. Chaque fois qu'on lui dit, Monsieur le Président, mais et pourtant ceci a été bien fait, il dit oui, mais je ne suis pas encore satisfait. Et le discours du 17 août 2015 a été encore meilleur dans la mesure où il a fait le bilan. Il a lui-même relativisé ce bilan en disant, malgré ceci, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et c'est le sens de son explication, et c'est dans ce sens que, de mon point de vue, il ira devant les Gabonais s'il est candidat pour leur dire « J'ai entendu, j'ai essayé d'agir, continuons ensemble pour que demain, encore une fois, soit meilleur qu'aujourd'hui. » Les Gabonais seront pris à témoin. Monsieur Alain-Claude de Bilibizé, avant de nous séparer, je vous propose de signer le livre d'or de Carnot Politis. Merci, Monsieur Alain-Claude Bilibizé. Je vais lire le mot du ministre de la Communication au Gabon. Heureux d'avoir participé ce jour à cette belle émission dans une entité privée de qualité, que cette action demeure et se développe pour notre pays et pour l'Afrique. Signé Monsieur Alain-Claude Bilibizé, ministre gabonais de la Communication. Monsieur Bilibizé, merci d'être arrivé sur ce plateau. Très heureux d'avoir échangé avec vous pour 52 minutes. En espérant vous revoir une autre fois sur ce plateau. Merci et félicitations encore. J'ai été heureux de participer. Appelez quand vous voulez, je reviendrai. Merci bien. Félicitations encore. Merci beaucoup. Merci également à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran. Carnot Politis, c'est terminé. Bonne soirée à tous.